Je voulais commencer par là. Pour les amateurs de rock, il y a Anna Calvi qui fait, dans le rock, je dirais, underground anglais, qui a repris cette chanson en anglais. Il y avait aussi un chanteur qui s'appelait Tony Lane qui avait repris ça, mais beaucoup plus mezzo voce, je dirais. Et c'est une chanson de Charles Aznavour, écrite par Charles Aznavour, qui l'a lui-même chantée, bien sûr. Alors, donc, devant cette projet de présenter donc mon travail. Alors j'étais à la fois dans l'enthousiasme, ravie d'être accueillie, ravie de cette présentation, et puis dans la difficulté aussi de comment parler de quelque chose qui est déjà fait, qui après tout est là, et moi où je suis face à ce que j'ai extériorisé et qui est déjà un produit en quelque sorte. Bon. Alors, j'ai combiné, je me suis mis dans la préparation à combiner des plans un peu compliqués, etc. Et au bout du compte, je suis revenue à quelque chose de très simple, c'est-à-dire que j'allais faire une présentation qui était scandée en 3 temps, c'est-à-dire que j'allais parler du geste, de la voix, de l'icône. Ce qui m'a permis de constater que j'avais fait un très bon titre, évidemment, et qu'en même temps, c'était un moyen, une espèce de trame transversale qui me permettait d'aller au plus rapidement sur ce que j'avais sédimenté sur la chanson depuis quand même maintenant plus d'une quinzaine d'années, puisque j'ai commencé, oui, plus d'une quinzaine d'années, ça va très très vite. J'ai commencé en 95 et puis le premier colloque inaugural sur la chanson réaliste s'était fait à l'UFR de sociologie en 97. Donc il y a un certain passé, quoi. Alors, de la voix, du geste, de l'icône, autour bien sûr de Piaf, au centre son répertoire, sa présence scénique, etc. Alors, de la voix. D'abord, dire que la voix, c'est l'énergie d'une parole, que c'est sa pulsion, et que c'est à la fois, c'est sans doute la condensation la plus aiguë de la singularité d'une personne, et paradoxalement la condensation la plus aiguë aussi des modèles qui l'ont façonné, consciemment ou inconsciemment. Il y a Maurice Merleau-Ponty qui a une phrase très, très éloquente pour dire ça, dit que la voix, c'est la masse de la vie. Hein, j'aime bien cette notion de masse de la vie. Et cette énergie, c'est aussi une synergie. C'est-à-dire que quand au bout du compte, je suis dans cette situation, ce qui frappe d'abord dans un énoncé, dans une prise de parole, c'est sans doute la rigueur de sa démonstration, c'est sans doute sa bonne dialectique, mais ce qui frappe d'abord, c'est la dialectique, ce qui convainc, on pourrait presque dire, c'est la dynamique vocale, hein, qui frappe d'abord l'auditeur, qui le retient ou qui ne le retient pas, évidemment. Donc, quand on est la voix, nous met tout de suite, on pourrait dire, pulsion, rapt, tact, elle nous met tout de suite dans le spectre des émotions. Le spectre des émotions, et cela dans la voix parlée, hein, dans la musicalité de la langue commune, sans qu'il y ait à se référer à la voix chantée. Par rapport à cette voix, comment se comportent les sciences sociales? 2 mots, hein. Je dirais qu'on va, alors que ça fait partie bien sûr c'est omniprésent, hein, c'est omniprésent dans toutes les interactions sociales, eh bien les sciences sociales vont finalement peu se préoccuper de ces images vocales, de ces archétypes vocaux, de ces modèles, de ces stéréotypes, enfin on pourrait trouver beaucoup de mots. Elles vont un peu oublier la voix, la sociologie peut-être pour aller vite, parce que la linguistique et la sociologie ont peut-être été trop longtemps structurales ou structuralistes, évacuant par là même et le sujet et l'émotion. Je pose ça de manière un peu rapide. Et puis, ceux qui vont commencer à entendre la voix dans les sciences sociales, je dirais, c'est les anthropologues. L'entendre comment? À travers, je dirais, les rythmes et les chants des mythes et des légendes et des contes, et les psychanalystes qui, dans l'écoute flottante, vont commencer à écouter ces failles de la voix, hein,
quel que soit le discours, nous disent autre chose, en quelque sorte. Hein. C'est que ce qui est autre chose que le dire même. Hein. Il y avait de Certeau, qui n'est pas un psychanalyste, qui disait que dans n'importe quel discours, même bien maîtrisé, il y avait toujours cette espèce de petite rature de la vocalité qui était comme l'herbe qui pousse en travers les pavés. Alors, avec cette timidité, je dirais, des sciences sociales par rapport à la voix, comment se débrouiller quand on veut aborder ce phénomène inouï de la voix de Piaf, inouï dans l'histoire de la chanson. D'abord, être très modeste, c'est-à-dire se dire que quand on aborde une énigme, eh bien, on ne va pas l'abolir par son analyse, on ne va pas s'en emparer, vouloir la détruire. On va tout simplement essayer de lui tenir compagnie et de la comprendre, prendre avec, et de la comprendre avec un minimum de balises quand même, parce qu'il va falloir l'analyser. Alors je proposerai dans ce chapitre, ce premier axe de la voix, à dire quelles sont les balises qu'on va prendre. On va se tourner vers la genèse de cette voix, se demander qu'est-ce que ça va nous apprendre. On va se tourner aussi vers les mutations de la scène chantée, des mutations fortes à la fin du XIXe siècle, et elle est obligée de s'inscrire dans cette lignée-là. On va se demander aussi quelles sont les résonances d'une certaine tradition du répertoire dont elle est également héritière. Et puis aussi, on se posera la question de comment elle se situe, cette voix, dans l'émergence d'une nouvelle culture de l'intime. Et enfin, ce qui pose une difficulté de dissociation de la voix et de l'icône, puisque Piaf va, durant sa propre vie, devenir un mythe, c'est-à-dire devenir un mythe de son vivant. Ce n'est pas une chose si simple. Et beaucoup de ces chansons vont être des chansons emblématiques, c'est-à-dire comme des hymnes, en quelque sorte, nationaux. Bon. Alors, se tourner vers sa genèse. Qu'est-ce que nous apprend la genèse de cette approche-là par la genèse? Eh bien, elle nous apprend que la voix de Piaf, c'est d'abord la voix une voix d'enfant qui est exposée comme phénomène vocal, dans le cirque ambulant de son père. On pourrait presque dire aussi que c'est peut-être la voix, elle est peut-être aussi héritière de sa mère. On n'a pas d'enregistrement de Lynn Marsal, qui est le nom de scène de sa mère. On n'a pas d'enregistrement, mais on sait que c'était pas seulement une chanteuse des rues qu'elle avait, et il y en a quelques témoignages qui parlent de cette voix-là, qui est une voix kabyle aussi. Et qui, je pensais aux propos des grandes familles flamencas qui disaient que la voix s'apprend dans le ventre de la mère. Bon. Alors, héritière, voilà, cet enfant-là. C'est aussi une voix qui va être exposée au plein air, à l'air libre. Et à l'air libre, et qui va devoir capter des rassemblements aléatoires de passants inattentifs. Et c'est aussi une voix qui va, dans la contrainte, plus ou moins contrainte, elle en rêve et en même temps elle ne veut pas, dans la contrainte, passer de la voix de rue à la voix de scène. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Eh bien d'abord qu'il y a un rapport très important entre la voix et son espace. C'est même... et là, avec Piaf, on a 10 ans, je dirais, avant qu'elle arrive à la scène, on a 10 années où elle expose sa voix sans aucun écrin de réception. Hein. Et ça, cette expérience va être une expérience tout à fait fondatrice, initiatrice et fondatrice d'une manière de placer sa voix, d'un mode de respiration, d'un mode de portée et d'un mode de concentration vocale. C'est-à-dire que Piaf va toujours placer sa voix en voix de gorge.
Hein, ce qui, avec des amplitudes extrêmement fortes, elle aurait pu passer à la voix de tête, mais elle va toujours placer en voix de gorge, ce qui donne à ces lignes mélodiques une sorte d'assise plus grave et d'assise plus, on pourrait dire presque plus terrienne. Peut-être, on pourrait, bien sûr, c'est peut-être une façon rapide de lire, mais plus masculine en un sens. Et elle va utiliser ce que les ethnomusicologues appellent toujours une voix projetée dans le masque, c'est-à-dire une voix qui va utiliser tous les résonateurs de la face, hein, les mâchoires, des lobes de la caisse frontale, etc. Donc on a, et ça, son souci de sortir sa voix sera la norme de sa voix, même sur scène. Hein. Sortir sa voix et dans une diction claire. Hein. Et là, non seulement sans doute elle ancre dans cette initiation une forme physique, on pourrait presque dire, une physique de la voix, mais un imaginaire vocal. Hein, je crois que son imaginaire vocal est très très lié à ce type d'expérience. Et sortir sa voix, ça sera ce qu'elle dit, par exemple, on a des petits extraits avec Moustaki, Georges Moustaki, où dans les archives, et on entend Moustaki qui commence à fredonner une de ses compositions, et puis elle lui dit non, tu ne sors pas ta voix. Et regarde, c'est comme une prière, il faut le faire comme ça. Et puis, tu ne te concentres pas assez sur ce que tu dis. C'est-à-dire que tous ces conseils sont sur cette... donc c'est une ligne, en quelque sorte, quand elle devient maître de chant, c'est ça qu'elle cherche à imposer. Et c'est donc ce lien à l'espace, très important. Et puis aussi, ça va être... elle va garder dans sa voix, sans doute, elle est le miroir vocal, cette voix de Piaf est le miroir vocal, miroir sonore, de ses premiers admirateurs. Ces premiers admirateurs qui l'écoutent, qui l'entendent peut-être plus que l'écoutent, qui l'entendent dans les rues de Montmartre, dans les rues de Ménilmontant, qui sont ces quartiers populaires à ce moment-là qui gardent une espèce de fierté, une espèce de quant à soi et de fronde un peu par rapport à l'ordre établi. Et on pourrait dire que la voix de Piaf, elle est également fille, je dirais, qui va du peuple ouvrier au bad boy, un peu hors-la-loi de ces quartiers-là. Elle est fille de cette... qui gardera de la fronde, de l'insolence, une audace, une liberté vocale qu'aucune des disciplines, parce qu'elle va se plier à des disciplines extrêmement fortes, qu'aucune des disciplines ne parviendra à tout à fait effacer de son esthétique. Donc, voilà quelques premiers éléments. Si on se tourne maintenant vers... et puis ensuite, bien sûr, sa voix, il va falloir qu'elle passe à une figure de scène, je disais, contrainte à devenir passer de la voix de rue à la voix de scène. Alors quand elle va à l'ABC, 1935, à 20 ans, quand elle fait son premier récital à l'ABC, elle doit s'être déjà inclus à l'intérieur de ses règles de présentation, de ses règles du répertoire. Bon. Ce qui nous fait passer au point 2. Je disais, qu'est-ce que la perspective de son inscription dans une mutation de la scène chantée, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Eh bien, grande mutation de la scène chantée, chansonnière, j'entends la scène chansonnière, c'est à la fin du 19e, c'est avec Yvette Guilbert, qui avait correspondu avec Freud, qui est connue aussi pour sa correspondance avec Freud. Yvette Guilbert, qui est une artiste de music hall, de Cafrons, pas de music hall, de Cafrons, et qui va inventer, imposer l'interprétation. Ce qui semble aller de soi, qu'une chanson l'interprète, ça ne va pas de soi. Alors, je ne rentre pas dans les détails sur comment, le pourquoi de cet passage. Si je pars de l'idée que désormais, la scène chantée, la chanson s'interprète, c'est-à-dire qu'elle n'est plus audible, il s'agit plus simplement de rendre audible sa mélodie et son texte, mais il s'agit de faire entrer en quelque sorte le chanteur
acteur, dans le paradoxe du comédien, c'est-à-dire qu'il s'agit de traduire à travers les inflexions faciales, les inflexions gestuelles, les inflexions vocales, bien sûr, de traduire toutes les nuances, de traduire toutes les déclarations, tous les sentiments, les émotions de l'énoncé musical. Bon. Alors, Piaf, évidemment, quand elle arrive, elle doit, dans sa voix de scène, elle doit bien sûr s'adapter à ces nouvelles propositions. Et elle doit d'autant plus s'y inscrire qu'il y a deux grandes figures féminines de la chanson, qui sont Damia et Fréhel, qui ont déjà apporté une facture très importante à cette interprétation. Qu'est-ce qu'elles ont, quel travail de cette facture, quelle facture elles ont travaillé? Eh bien, Fréhel va, elle, imposer en quelque sorte un rapprochement entre cette persona scénique, ce personnage de scène qu'il s'agit de traduire, et sa personne même. Elle, par un style et par des choix de parolier, elle décide de chanter au-delà des personnages sa propre personne ou sa propre histoire. Quand on entend à la dérive, la Coco, où sont tous mes amants, c'est pas qu'un personnage. Persona scénique et personne commencent à se rapprocher. Et Damia, elle, toute autre chose, va elle introduire une sorte de, j'allais dire, de sémiotique, faire sens, signe, symbole, une sorte de sémiotique du noir, à travers sa gestuelle, à travers son costume, à travers, enfin bref, tout un ensemble de dispositifs, et aussi une intense réverbération sur son visage, une mobilisation extrême du visage pour dire toute l'émotion du chant. Je crois qu'elle transforme en quelque sorte, son visage devient le paysage de son chant. Donc on a donc deux fortes personnalités qui ont en quelque sorte déjà beaucoup apporté à ce que Yvette Guilbert avait introduit cette exigence de l'interprétation. Alors Piaf, elle va se nourrir bien sûr de cette transmission, elle va porter l'écho de ça, et elle va en même temps sans doute le transcender. Et elle va le transcender, et d'ailleurs il y a un signe un petit signe de ça, c'est-à-dire que dans l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, Piaf reste la chanteuse sublime, la chanteuse que tout le monde veut, elle reste la chanteuse moderne de l'après-guerre, alors que des chanteuses comme Damia et Fréhel, qui étaient totalement louées, qui étaient vraiment acclamées, enfin, des milieux étudiants aux milieux populaires, c'était des femmes acclamées, eh bien, elles vont tomber totalement, je veux dire, dans l'ancien, elles vont tomber un petit peu en désuétude. Qu'est-ce qu'il y a donc de différent entre Damia, Fréhel et Piaf? Damia et Fréhel, je dis, ne résistant pas à tout ce que sera la diffusion culturelle d'après du plan Marshall, si j'ose dire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a de... Je mettrai trois éléments forts qui lui permettent de transcender ça. D'abord, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'interprétation, ou dans l'interprétation, va transfigurer la chanson. Et ça, donc c'est une opération de transfiguration plus que de traduction. Et ça, on a des témoignages, il y a les témoignages de Moustaki et qui dit ça. Quand il entend tout d'un coup, on fait une chanson pour elle et ça devient un monument. Il l'explique pour Milor, par exemple, qui n'avait là jamais cru. Tout d'un coup, il a l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre, il ne savait pas qu'il en avait fait un. Donc ce passage sur scène est une création. Et Dumont va beaucoup insister sur cette idée, ce n'est pas une chanteuse, c'est une créatrice. Donc une opération de transfiguration. Le deuxième élément, c'est que
ben, elle va beaucoup renâcler, elle va être elle est très indomptable, elle rechigne beaucoup à la discipline du chant. Mais une fois qu'elle est passée de la voix de rue à la voix de scène, eh bien, elle va devenir une espèce un travailleur inépuisable, enfin bon. Et elle va totalement s'identifier à sa voix. Je parlais de son imaginaire vocal du départ, et là, il y a Nazim Hikmet qui dit plus que les hommes, j'ai aimé leur chant. Ben, Piaf pourrait dire plus que les hommes, j'ai aimé mon chant. Hein, elle chante pas, elle est son chant. Et pour réaliser cette affaire-là, elle va, bien plus que Fréhel, choisir un répertoire totalement à sa mesure. Elle choisit ses paroliers qui semblent suivre, pas systématiquement, on n'aurait pas ça sur les 300 chansons, parce qu'on connaît très peu du répertoire, il y a 300 chansons au total. Hein. Elle va en quelque sorte prendre des paroliers qui vont lui permettre de suivre, je dirais, tous les moments, toute l'érotique et la tragique de sa vie. Hein. Donc, c'est taillé sur mesure, en quelque sorte. Donc, Persona, elle peut concentrer toute sa subjectivité dans son chant, la consumer même au bout du compte, puisque la persona scénique et personne se fusionnent, ou ont l'illusion de fusionner, mais peu importe, si vous voulez. Et troisième élément, mais qui découle de tout ça, c'est-à-dire que dans cette mystique, on pourrait dire presque cette mystique de la voix, eh bien, elle va faire de la scène chantée une liturgie. Ce qui est peut-être le cas de l'espace lyrique déjà, mais ce qui n'est pas le cas de l'espace chansonnier. Hein. Donc elle en fait une liturgie, c'est-à-dire qu'elle introduit une dimension sacrale ou une dimension sacrée, si vous voulez, à l'intérieur de la chanson. Et là, il s'agit d'une rupture, effectivement, d'une rupture esthétique, d'une rupture éthique, on pourrait dire, et qui fait qu'elle n'interprète pas. C'est pas une interprétation, je disais une transfiguration, mais c'est aussi une incantation. Beaucoup des chants de Piaf, alors bien sûr, ça se voit à plein quand elle chante « Mon Dieu, mais sans chanter « Mon Dieu », beaucoup de ces chansons sont sur ce registre de l'incantation. Ce qui fait qu'elle est inouïe, inédite, parce qu'en quelque sorte, elle devient un petit peu chamane sur la scène. Et chamane, ça veut dire qu'elle emmène et elle-même va parler non pas d'un état de transe, mais elle permettra d'une sorte elle dirait qu'elle chante dans un état second qu'un rien peut venir perturber, qui montre d'ailleurs toute la vulnérabilité, tout le risque pris quand on est sur ce fil, d'une extrême enthousiasme vocal. Et elle ira très loin. Elle ira très loin, plus loin même que cette affaire du cri qu'elle lance à la fin de l'accordéoniste, célèbre par ce cri et ce silence et ce geste. Elle va aller jusqu'à des choses un peu impossibles qu'on connaît peu dans une chanson comme les Blouses blanches, où elle se met quasiment dans le personnage de la folie. Et c'est une chanson de rive gauche, mais la musique est de Marguerite Monod. C'est une chanson assez tardive, des années 60, et où vraiment tout le monde trouve ça inchantable. C'est pas possible de chanter ça, d'introduire un cri de folie, enfin, c'est pas possible. Et puis elle le fait. Alors évidemment, elle le fait. On est là sur une ligne de crête. Soit on est sublime, soit on est ridicule, évidemment. Hein, bon. Alors j'ai pas voulu me mettre ça au début parce que je me suis dit que ça allait un petit peu casser l'ambiance. Donc voilà. Alors ce qui fait qu'elle acquiert une sorte de monopole de l'interprétation. Un monopole de l'interprétation qu'elle défend bec et ongle. Hein. Elle défend ça bec et ongle contre, par exemple, quelqu'un comme Lynn Renaud, qui à un moment donné semble devenir la chanteuse beaucoup plus solaire, hein, beaucoup plus divertissante, qui semble la plus écoutée, enfin la plus aimée.
elle aussi, en plus, part en Amérique. Donc, quand on est un peu loin du public, déjà, ils vous aiment peut-être un peu moins. Ils ne vous oublient pas, mais quand même. Donc, elle s'insurge. Elle monte un petit peu, même des choses pas très, très sympathiques par rapport à elle. Et, alors qu'ils ne sont pas du tout sur le même registre. Mais, bon, elle est l'interprétation. Et monopole également, qu'elle essaiera de défendre par rapport à quelqu'un comme Juliette Gréco, qui est la muse de Saint-Germain, des Prés, qui est un monde très étranger, et elles vont se battre toutes les deux sur cette chanson qui s'appelle Joël et Dimanche. C'est quand même Gréco qui remportera le match. Mais c'est pas mal, Piaf aussi. Mais bon, quand même, elle, la signature vocale sera celle de Gréco. Bon, c'est un monde étranger, même s'il faut bien se rendre compte que par son chant, Piaf côtoie absolument le tout Paris, hein, le tout Paris mondain, les maîtres du cinéma, de Charlie Chaplin à Fellini, et toute l'intelligentsia, hein, on pourrait dire de Cocteau à Simone de Beauvoir. Donc, il faut voir, c'est un monde étranger et pourtant un monde qu'elle côtoie et que son chant lui permet de côtoyer. Alors, ça c'était pour la filiation dans l'interprétation, ce qu'elle en garde et ce qu'elle transforme. La trace, son inscription dans les résonances d'un répertoire dans sa voix. Elle arrive à un moment où un genre étiqueté, fixé, celui de la chanson réaliste est déjà fortement installé. Toutes les topiques, je dirais, de la chanson réaliste, en tant que genre, sont installées. C'est étiqueté à cause, bien sûr, des effets au 19e, roman réaliste, peinture réaliste, chanson réaliste. Hein, c'est des effets d'étiquetage comme ça. Et ces topiques, bon, sont un peu connus, c'est ceux des espaces un peu interlopes, de la partie maudite de la ville, oui, je dirais toute la part maudite de la ville, des hommes et des cœurs. Et au centre de cette part maudite, on a la figure de la prostituée et la figure du marlou. Et tout est en place, et c'est ce drame-là qu'il s'agit de chanter. Si cette chanson naturaliste qui met au centre, autrement dit, qui met au centre, qui héroïse un peuple hors la loi. Hein, bon. Si cette chanson et ces topiques s'installent, c'est que Aristide Bruant a fait de ces chansons de barrière, de ces chansons, lui, qu'il appelle naturalistes, il en a fait un grand succès. Hein, un grand succès, chansons de barrière, à Batignolles, à la Villette, à la Bastille, etc., etc. Enfin, tous les quartiers de l'Est parisien, etc. Et ces chansons de barrière, qui sont des chansons, oui, d'un monde hors la loi, dans un argot du milieu. Je dirais cet homme de talent, parce qu'il a des très belles chansons, cet homme de talent, mais c'est aussi un bourgeois qui regarde le peuple de façon fort condescendante et qui ne le voit qu'en argot, en quelque sorte, un argot du milieu. Et qui dira d'ailleurs après qu'il déteste Montmartre. Bon. Mais il imprime en quelque sorte sa marque. Alors, ce n'est pas... Et on est très très loin de la chanson réaliste populaire, hein, orale, qui chante quoi? Qui chante le travail, qui chante les révoltes, qui chante tous les événements de la vie, hein, les événements, la fête et le chagrin. Enfin, vous voyez, ce qui est c'est le temps heureux et le temps chagrin des saisons et de la vie. On est très loin de ça, hein, dans cette chanson dite populaire, enfin de la chanson réaliste. Elle, Piaf, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être
participer de ce registre-là. Elle ne va pas chanter, elle dira souvent « je ne suis pas une chanteuse réaliste », ce qui est vrai et pas vrai. Elle va participer de ce registre-là qui s'est installé, elle va aussi, elle aussi, continuer à s'inscrire dans ces topiques un peu des lieux sombres, des figures archétypales, bon. Mais tout en là aussi encore en les transcendant, en les transposant. Après tout, quand on entend Milord, la fille du port, c'est certes une prostituée, mais au bout du compte, avec son lyrisme propre, c'est une figure qui s'universalise. On entend surtout, mais vous pleurez Milord, ça je l'aurais jamais cru, et elle fait en quelque sorte, le fait que ça soit une prostituée n'a pas beaucoup d'intérêt à l'intérieur de l'énoncé. Donc une dimension d'universalisation. Et puis aussi, elle va installer un toute autre chose, c'est-à-dire qu'elle va, dans une partie de son répertoire, elle va mettre en scène un réalisme de la passion. Un réalisme de la passion, c'est-à-dire un réalisme des êtres en état de choc. Des êtres en état de choc entre, je dirais, entre Eros et Thanatos. Et ça, c'est une sorte de... c'est plus proche, je dirais, du réalisme de fête, qui était la chanson populaire de tradition orale, plus proche que cette chanson dite réaliste qui avait été instillée par l'influence de Bruant. Et pour Piaf, le réalisme et le tragique sont une seule et même chose. Voilà. Donc voilà pour la part de son lien, de sa filiation avec le réalisme et comment il y a des résonances et comment elle s'en détache. Alors je disais aussi la situer dans l'émergence. Quelqu'un me fait un signe. Non? C'est l'heure. J'arrive au terme. J'ai 5 minutes. Ah, il est bon de me le dire, oui. Il est bon de me le dire. Alors, 5 minutes. Eh bien, voilà. Eh bien, 5 minutes, ça fait rien. Je vais terminer sur la... Ouais. Oui, je n'ai pas parlé ni du geste ni de l'icône. Oui, c'est un peu embêtant. Alors, je vais peut-être arrêter pour la voix à ce moment-là. Insertion dans les cultures de l'intime. Bon, je passe sur les cultures de l'intime et comment elle va, s'installer. On est aussi au moment où l'espace radiophonique s'implante, donc une écoute individuée, une écoute beaucoup plus individuée, une écoute de la confidence, etc. Je passe aussi sur le fait que elle a fait des nanana. Bon, du geste. Alors, du geste, je passe sur la manière dont les sciences sociales, parce que la voix est un geste vocal. Il se trouve que les sciences sociales ont étudié les gestes. Oui, la gestualité de travail, de sport, etc. Mais, autrement dit, ils ont étudié la gestualité, mais visible, hein, celle qui se donne à analyser par l'œil. Or, le geste vocal est évidemment quelque chose qui occupe bien un espace, mais un espace immatériel, en quelque sorte. Or, pour des gens comme Piaf, tout ce qui est le geste vocal est périvocal, c'est-à-dire le corps, eh bien, faut partie complètement de cette présence scénique, comme Brel, je dirais à la limite, hein, pour donner un autre équivalent. Et Girardin, alors il me reste que 5 minutes, alors, bon, la stylisation, si je veux parler de la stylisation du geste de Piaf, d'abord, là aussi, elle hérite de ce qui la précède, bien évidemment. D'abord, j'ai parlé que c'était une chanson, elle entrait dans une chanson à interpréter. Donc, c'est une chanson qui
qui montre, qui est à regarder. On est dans un écouter-voir déjà, comme on est nous dans un écouter-voir avec tous les supports médiatiques que l'on a. Donc on est dans un écouter-voir. Et un écouter-voir aussi assez spécifique, c'est-à-dire qui est centré sur le corps de l'interprète, complètement centré sur le corps de l'interprète, et pas n'importe quel corps de l'interprète, c'est-à-dire centré sur les parties, sur les aspects les plus sublimés du corps. Le haut du corps, c'est-à-dire le visage, les bras et les mains. Et celle qui va rompre avec le déguisement, qui était celui de... dans cet espace, dans ce geste, importe l'habit de scène d'abord. Et l'habit de scène, dans le Kafkons, une chanteuse réaliste, elle arrive avec un petit nœud de velours autour du cou, avec un maquillage très blanc, enfin bref, elle dit déjà tout avec son... Comme d'ailleurs un rocker arrive et il dit tout déjà par sa manière de se costumériser en quelque sorte. Et celle qui rompt avec ce déguisement est prédictif. Je dis déjà par mon habit. Celle qui rompt, ça va être Damia. Damia, elle fait un fourreau noir, droit, qui ne découvre que les bras et le visage. Et qui va inscrire la scène du chant avec un dispositif matériel. Toute la scène est noire. La chanteuse n'est éclairée que par un seul projecteur. Et sur ce projecteur se dessine une espèce de silhouette graphique, noir et blanc. Et dans ce noir et blanc, on va pouvoir énoncer, tout énoncer est possible en quelque sorte. Je n'annonce pas par mon propre costume ce que je vais dire. Bon. Et Piaf va elle aussi s'inscrire dans cette épure du noir, dans cette sémiotique de l'espace scénique. Épure du noir qu'elle va même radicaliser. Elle radicalise l'épure du noir, c'est-à-dire qu'elle ne voit même pas ses bras. Elle ne vient pas, c'est pas tout de suite, hein, bien sûr, tout ça est dans une mutation et dans un temps. On ne voit pas ses bras, et il n'y aura plus que les mains, et il n'y aura plus que le visage, pour infléchir, pour être ce périvocal. Hein, bon. Et si d'un trait, parce que je ne peux pas décrire la grammaire des gestes de Piaf, qui varie, qui a des récurrences, mais qui varie beaucoup à chaque chanson, bien sûr, si je voulais la décrire d'un trait, c'est en fait l'économie maximale pour un effet sensitif et mémoriel optimal. Hein. Ce qu'elle cherche, c'est le geste essentiel. Et on a rarement, dans nos images, on a rarement l'exemple d'une chanteuse ou d'un chanteur où le geste et la chanson sont à ce point liés. Hein. On se mémorise la chanson, donc avec Piaf, on a une mémoire d'air, une mémoire comme ça, collective, et on a aussi une mémoire collective de gestuelle. Et cette alliance, peut-être un peu pour Gréco, je ne sais pas, peut-être un peu, mais ce n'est pas complètement net. La chanson est la signature vocale, la signature gestuelle des chansons, hein, des espèces de gestes emblématiques, des gestes phares. Quoi. Et puis elle va avoir tout un travail hein, qui va la détacher de plus en plus d'ailleurs de la gestuelle de la chanson réaliste. Elle est sa dramaturgie est beaucoup moins expansive que celle de Damia. Elle est beaucoup plus intériorisée. Hein, elle gomme. Quand, à la limite, ça se réduit à ses mains et à son visage, et ça se réduit éventuellement dans des chansons les plus concentrées, ça va se réduire au mouvement des yeux. Hein. Donc on a une intériorisation qui est beaucoup plus forte. Et curieusement d'ailleurs, alors qu'on a cette extension de la voix, on a une réduction du geste, une économie gestuelle, et un véritable effort pour prendre le geste juste, le plus économe et le plus juste. Hein, c'est un petit peu paradoxal par rapport à sa voix, en quelque sorte, qui crée peut-être cet effet. Et un des gestes, au-delà de la gestuelle d'ailleurs,
dans les gestes, c'est une posture. J'aurais envie d'imprimer comme ça cette image d'une posture de Piaf qui commence beaucoup de chez Sanson, mais qui tient souvent longtemps. Elle est face au public, hein, les jambes bien, une assise bien prise au sol, hein, avec les mains sur les hanches et avec un regard direct face au public, quoi. Je fais face. Et elle va maintenir très très longtemps des postures immobiles. Dans Milord, ça occupe les 3/4 de la chanson. C'est-à-dire, c'est comme si, je dirais, c'est une figure un peu d'abord de posture de femme du peuple, et qui harangue la foule, hein, qui va parler à la foule et qui, à la limite aussi, c'est une posture de verticalité, c'est aussi une posture peut-être d'emprise. Vous voyez, enfin bon, je vais en découdre, je vais vous parler, quoi, hein. Il y a là un face-à-face, une verticalité, et ça marque c'est quelque chose qui est très très récurrent, indépendamment, évidemment, des choses beaucoup plus chorégraphiées, elle aura toute des grandes inventions mimiques, des inventions chorégraphiques, la foule, le clown, l'homme à la moto, enfin bon, qui à chaque fois, c'est pareil, c'est un véritable, c'est une invention. C'est-à-dire que autant on disait tout à l'heure qu'elle transfigurait vocalement, eh bien, elle signe gestuellement. C'est-à-dire qu'elle invente aussi, elle est très très soucieuse d'inventer le geste, quoi, hein, bon. Voilà. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti, peut-être le temps qui m'était imparti. Hein, le temps qui m'était imparti. Eh bien, à ce moment-là, l'image de la voix, je vais peut-être laisser l'image de la voix. Je vais finir par une jolie phrase. Ça fait bien de finir par une jolie phrase. Bon. L'icône, évidemment, il a fallu expliquer comment elle s'inscrit dans tout un mythe français, c'est-à-dire qu'elle récupère tout un ensemble d'images, hein, qui sont fortement porteuses, les images de Paris, l'image des quartiers populaires, l'image des mômes de la cloche, l'image aussi des misérables, hugoliens, des figures hugoliennes, des misérables, du destin, mais aussi de la revanche, enfin, voilà. Mais quand on dit une icône, je sais quand même dire ça. Quand on dit une icône, je le dis au sens fort, c'est-à-dire c'est un sens théologique. Une icône, c'est quand apparaît le sacré dans l'image. Hein. L'icône, c'est pas comme n'importe quelle image, c'est celle qui contient du sacré. Donc j'apprends au sens théologique en quelque sorte. Hein. Et donc il ne suffit pas d'être un modèle pour une génération, il ne suffit pas d'être une vedette. Je dis bien être une icône. C'est-à-dire qu'il y ait cette espèce d'épiphanie, hein, de la sacralité qui s'installe sur la bonne personne au bon moment, enfin comme le prophète, c'est le prophète, un personnage charismatique, c'est la bonne personne au bon moment de l'histoire. Hein. Et là, chez Piaf, elle a capté comment parler d'elle en icône, c'est montrer comment elle a su capter à un moment donné de l'histoire un désir, tout un ensemble de désirs de tout un peuple. Hein. Donc elle est amarrée à son désir. Hein. Et sans doute que c'est vrai que ça reste une énigme quand même. On aura beau chercher tous les éléments de son iconisation, de sa patrimonialisation, tous les vecteurs qui font qu'on se rappelle d'elle, reste que comment elle a, à un moment donné de l'histoire, pu être bien au-delà d'un modèle, une icône, je dis bien au sens quasiment théologique. Et sans doute que dans cette icône au sens théologique, de captation de sacré, d'épiphanie, eh bien, il y a le fait qu'elle est quasiment morte sur scène. Hein, s'il y a une espèce de dimension christique, elle se consume, on sait des choses sur ces dernières tournées, et il y aurait comme une sorte de dette, hein, une dette infinie à l'égard de ce don, en quelque sorte, hein, de ce don de soi, de cette immolation, de cette façon de s'immoler dans le chant. Hein. Et
Il y a une phrase qui était de Sacha Guitry, qui était très belle, qui disait « Le silence après Mozart, c'est encore du Mozart ». Eh bien, peut-être qu'on pourrait méditer sur le fait que le silence, après le chant de Piaf, c'est peut-être encore le chant de Piaf.